Dans la première partie, on a vu le squelette axial et maintenant on va voir la deuxième grande division du squelette humain, c'est-à-dire le squelette appendiculaire, bien sûr qui comprend tous les os des membres et ceintures qui les relient au squelette axial pour permettre le support et le mouvement. Donc le squelette appendiculaire permet le mouvement des membres grâce à ses articulations. Il soutient également le corps dans des activités telles que la marche, la course, la manipulation des objets et d'autres mouvements. Pour les composantes du squelette appendiculaire, on va commencer par la ceinture scapulaire, 2 les membres supérieurs ici, 3 la ceinture pelvienne ici et dernièrement les membres inférieurs ici. Et on va commencer par les ceintures pectorales ou ceinture scapulaire qui est composée des scapulas, les omoplates et aussi des clavicules ici. Pour scapula ou omoplate, un os plat, comme vous voyez ici, situé à l'arrière de l'épaule qui sert de point d'attache pour les muscles du bras et de la ceinture scapulaire. Pour la clavicule ou collier, un os allongé, c'est allongé comme vous voyez ici, qui relie le bras au tronc et s'articule avec le sternum ici à l'avant et l'omoplate à l'arrière. Donc la ceinture scapulaire relie les os des membres supérieurs au squelette axial pour assurer la stabilité et soutien des membres supérieurs. Les ceintures scapulaires permettent de maintenir les membres supérieurs bien sûr attachés au tronc tout en offrant une grande mobilité, en particulier au niveau de l'épaule. Aussi, il assure les mouvements, c'est-à-dire que les clavicules et les omoplates facilitent les mouvements de l'épaule et du bras, permettant des actions comme lever le bras, tourner l'épaule et déplacer les bras dans différentes directions. Donc ces os offrent également des sites de fixation pour les muscles responsables des mouvements des épaules et des membres supérieurs. Ainsi, la ceinture scapulaire, il offre aussi une certaine protection à la partie supérieure de la cage thoracique. 2, on va voir les os des membres supérieurs. Donc, les membres supérieurs, ils regroupent les os du bras, l'humérus, ici, c'est ça l'humérus, et l'os long du bras situé entre l'épaule, ici, et le coude. Il est le plus grand et le plus puissant os du membre supérieur et il joue un rôle fondamental dans le mouvement et la stabilité du bras. Après, on va voir de l'avant-bras, c'est-à-dire le radius et l'ulna, bien sûr ici et ici, qui sont des os longs du bras situés entre le coude et le poignet. Ces deux os jouent un rôle essentiel dans le mouvement et la fonction du bras et du poignet. Pour le radius, est situé du côté du pouce de l'avant-bras et c'est ça le radius. C'est l'os situé le plus latéralement, c'est-à-dire du côté du pouce ici, et il est plus court que l'ulna. C'est ça l'ulna ou le cubitus est situé du côté du petit doigt de l'avant-bras. C'est l'os le plus médian vers l'intérieur et il est plus long et plus robuste que le radius. Et dernièrement, on va voir le poignet et la main, bien sûr ici. Donc, le seul os du bras est l'humérus qui s'articule avec les os de l'avant-bras, le radius et l'ulna. On a ici un seul os, c'est l'humérus et on a ici deux, l'ulna et le radius. L'ulna est le plus grand des deux os de l'avant-bras. Donc, pour les os du poignet ou du carpe, ils sont composés de 8 os
Et le poignet, comme vous voyez ici, est une articulation complexe parce qu'il relie l'avant-bras, radius et ulna à la main. Donc, elle est formée de 8 os du carpe répartis en 2 rangées. Ces os permettent une grande mobilité du poignet tout en assurant la stabilité nécessaire pour les mouvements de la main. Donc, comme on a déjà dit, ils sont disposés en 2 rangées. Comme vous voyez ici, on a 2 rangées, ou ici 2 rangées. Une rangée proximale, c'est-à-dire près de l'avant-bras, et une rangée distale, c'est-à-dire près de la main. Et on va commencer par le scaphoïde. Ici, c'est le plus grand os de la rangée proximale. Il est situé du côté du pouce radial, c'est ça le pouce radial, et s'articule avec le radius, ce qui permet le mouvement du poignet. Il joue un rôle bien sûr important dans la transmission des forces de l'avant-bras vers la main. C'est un os souvent sujet à des fractures, notamment lors des chutes sur la main. Le lunatome, ici, situé au centre du rangée proximale. Comme on a déjà dit, c'est ça la rangée proximale et c'est ça la rangée distale. Donc, situé au centre de la rangée proximale, elle est en forme de croissant et s'articule avec le radius, bien sûr, c'est ça le radius. L'un des os clés pour la flexion et l'extension du poignet. 3. Le trichytrome, ici, situé du côté du petit doigt ulnaire, comme vous voyez ici, c'est ça l'ulnaire. Elle s'articule avec l'ulna, c'est ça l'ulna, par un ligament, mais pas directement avec l'os du poignet. Il joue un rôle dans la flexion du poignet. 4. Le pisiforme, ici, c'est ça le pisiforme, et c'est le plus petit des os du carpe. Il est situé en avant du trichytrome et sert du point d'attache à certains tendons et ligaments. Il n'est pas directement impliqué dans les mouvements du poignet, mais il joue un rôle dans la mécanique des tendons. Et maintenant, on va passer aux rangées distales. Et on va commencer par le trapézoïde. Ici, il est loin du poignet ou des os ulna et radius. Et il est proche de la main. Donc, le trapézoïde, plus petit que le trapèze. Après, on va voir le trapèze. Il se trouve juste à côté de ce dernier. Il s'articule avec le deuxième métacarpe, ici. Et bien sûr, il aide à stabiliser les mouvements du poignet. Et maintenant, on va voir le trapèze situé du côté de pouce. Il s'articule avec le premier métacarpe. Il permet une grande amplitude de mouvement du pouce, notamment le mouvement opposable, capacité de toucher le pouce à l'autre côté de la main. Et maintenant, on va voir le capitulum. Ici, c'est le plus grand os de la rangée distale. Il se trouve au centre du poignet et s'articule avec le troisième métacarpe. Il joue un rôle clé dans la flexion et l'extension du poignet. Et dernièrement, on va voir l'amatome, ici, situé du côté du petit doigt. Il est facilement reconnaissable par sa forme en crochet. Il s'articule avec le quatrième et le cinquième métacarpe et participe à la flexion du poignet et des doigts. Donc, maintenant, on va voir les os de la main. La main, il regroupe les 8 os du poignet qu'on a déjà vu, c'est-à-dire les carpiennes, les os du carpe, aussi les 5 os constituant la paume de la main ici, métacarpienne, et dernièrement les 14 os formant les doigts et le pouce. Les os du poignet portent le nom d'os carpiennes et les os formant la paume de la main sont appelés métacarpiennes ici. Et pour les phalanges sont les os des doigts
ici. Donc, chaque doigt de la main est constitué de plusieurs phalanges, sauf le pouce ici, qui n'en a que deux. Comme vous voyez ici, il n'a pas de phalange médiane, c'est-à-dire en bleu. Donc, les phalanges permettent les mouvements fins de la main et de chaque doigt. Ils sont en nombre de 3 selon la classification, les phalanges distales, médianes et proximales, c'est-à-dire suite au métacarpe et carpe. Donc, ce sont les phalanges proximales au métacarpe envers les phalanges médianes et les phalanges distales plus loin au métacarpe ou au carpe. Donc, pour les phalanges proximales envers, c'est la première phalange la plus proche de la paume de la main. Et on a déjà vu les 8 os du carpe, trapèze, trapézoïde, grand os, os crochu, pisiforme, pyramidal, semi-lunaire et scaphoïde. Et pour les doigts, on a l'index majeur, annulaire, petit doigt. Et bien sûr, chaque doigt possède 3 phalanges, proximale, moyenne et distale, sauf le pouce, il possède 2 phalanges proximales et distales. Et pour la couleur jaune, ce sont les métacarpes qui sont 5 os longs, comme vous voyez ici, qui forment la paume de la main. Ils sont numérotés de 1 à 5, de la base de la pouce jusqu'à petit doigt. Et pour le métacarpe 1, du côté, bien sûr, du pouce, il permet les mouvements importants du pouce, notamment la flexion, l'opposition et la préhension. Pour métacarpe 2 à 5, ces os soutiennent les autres doigts et permettent une large gamme de mouvements, y compris la flexion, l'extension et les mouvements fins des doigts, bien sûr. Donc, en fonction des os de la main, on a la préservation de la forme de la main, mouvement et flexibilité, et dernièrement, préhension et manipulation. Maintenant, on va passer aux os du pelvis. Donc, la ceinture pelvienne est un anneau rattaché à la colonne vertébrale. Il relie les os des membres inférieurs, le squelette axial ici. La ceinture pelvienne est composée des os des hanches droite et gauche. Donc, cette ceinture pelvienne est une structure osseuse située à la base de la colonne vertébrale qui relie le tronc aux membres inférieurs. Elle est essentielle pour supporter le poids du corps et pour les mouvements des membres inférieurs. Il joue également un rôle crucial dans la protection des organes internes situés dans la région pelvienne, comme par exemple la vessie, les organes reproducteurs et le rectum. Chaque os coxal est constitué d'un grand ensemble aplati et de forme irrégulière de 3 os soudés. Premièrement, l'ilium, ou ilion ici, c'est la partie supérieure et la plus large de l'os coxal, comme vous voyez ici, formant la crête iliaque que l'on peut sentir sur le côté de la taille. 2. On a l'ischium ou l'ischion ici, en couleur jaune. C'est la partie inférieure de l'os coxal sur laquelle on s'assoit. Et dernièrement, le pubis, ici, en vert, c'est la partie antérieure de l'os coxal située à l'avant du bassin. Donc, chaque os coxal se lie à l'os coxal opposé au niveau de la symphyse pubienne, une articulation cartilagineuse située à l'avant de la ceinture pelvienne. Donc, le pelvis masculin et le pelvis féminin présentent des différences, bien sûr, anatomiques, significatives, principalement en raison de leurs fonctions respectives. Donc, le pelvis masculin et le pelvis féminin diffèrent de diverses manières en raison des modifications liées au processus de procréation chez la femme. Comme exemple, et chez la femme, le bord pelvien, comme vous voyez ici, plus grand et plus large que chez l'homme ici, principalement en raison
de l'accouchement chez les femmes, si différences sont visibles dans la forme, la taille et l'orientation de certains éléments de pelvis. Donc, l'angle de l'arcade pubienne, ici et ici, cet angle-là, est plus important sur un pelvis féminin, plus de 90 degrés, que sur le pelvis masculin, moins de 90 degrés. Donc, le pelvis masculin est plus profond et possède un détroit plus étroit que chez la femme, c'est-à-dire qu'elle a une forme en entonnoir. Cela est adapté à une posture bipède efficace pour la marche. Par contre, le pelvis féminin est plus large et plus ouvert. Il présente une forme arrondie et plus large pour faciliter le passage du fœtus lors de l'accouchement. Pour les os des membres inférieurs, les membres inférieurs sont composés des os, premièrement de la cuisse, ici, ou fémur, et comme vous voyez ici, c'est le plus grand et le plus lourd des os du corps humain. Il est situé dans la cuisse et joue un rôle clé dans la marche et la posture. Donc le fémur s'articule avec la hanche, ici, par l'articulation coxo-fémorale et avec le tibia au niveau du genou par l'articulation du genou. Deuxièmement, on va voir la jambe, donc tibia et fibula ici. Donc le tibia est l'os principal de la jambe, comme vous voyez ici, situé du côté médial, c'est-à-dire intérieur. Il importe la majeure partie du poids du corps et s'articule avec le fémur au niveau du genou, ainsi qu'avec le talus au niveau de la cheville. Donc, pour le fibula ici, ou péroné, est un os plus fin, comme vous voyez ici, situé sur le côté latéral de la jambe. Bien qu'il ne porte pas du poids, il sert de point d'ancrage pour des muscles et stabilise la cheville. Et dernièrement, le pied, c'est-à-dire tarse métatarsienne et phalange. Donc, on peut dire que le pied humain est constitué de 26 os répartis en 3 parties, principale, tarse, métatarsienne et phalange. Pour le tarse, 7 os, talus, calcaneus, naviculaire, cuneiforme, cuboïde. Et on a aussi 5 métatarsiennes et aussi 14 phalanges. On va les voir après. Donc, le fémur est le seul os de la cuisse. Il s'articule avec les 2 os de la jambe, qui sont le tibia plus long et la fibula plus petite. Donc, les os de la cuisse et de la jambe s'articulent au niveau du genou, protégés et supportés par la patella, ici, communément appelé rotule, est un os triangulaire, comme vous voyez ici, situé à l'avant du genou. C'est un os sésamoïde, ce qui signifie qu'il est complètement encastré dans le tendon du muscle quadriceps, situé à l'avant de la cuisse. Donc, il permet ou elle permet la protection de l'articulation du genou, l'amélioration de la mécanique du mouvement et la stabilité, bien sûr, de l'articulation du genou. Les os du pied regroupent le tarse, le métatarse et les phalanges. Et pour les os du pied, qui regroupent les os tarsiennes de la cheville, ici en vert, les phalanges formant les orteils, ici en jaune, et les métatarsiennes qui forment la voûte plantaire du pied, en bleu. Comme dans la main, le pied possède 5 métatarsiennes, 5 phalanges proximales et 5 phalanges distales. Mais seulement 4 phalanges moyennes. En effet, le gros orteil ne dispose que de 2 phalanges, comme la main bien sûr. Donc, on va commencer par les os de la cheville ou tarse, est composé de 7 os tarsiennes. Donc,
le calcaneus, ici, c'est l'os du talon qui supporte une grande partie du poids du corps. Elle sert de point d'attache pour le tendon d'Achille. Deuxièmement, le talus, ici, s'articule avec le tibia et la fibula, bien sûr, pour former l'articulation de la cheville. Elle est essentielle pour le transfert du poids du corps vers le pied. Troisièmement, on va voir le cuboïde, ici, situé à l'extérieur du pied entre le calcaneus et, bien sûr, le métatarse des 4e et 5e orteils. C'est ça le 4e et c'est ça le 5e orteil. Le naviculaire, ici, situé bien sûr entre le talus et les os cuneiformes. Il participe à la stabilité du pied. Et dernièrement, les 3 cuneiformes. Ici, ces 3 cuneiformes. Cuneiforme médial, intermédiaire et latéral. Et maintenant, on va passer aux voûtes du pied, c'est-à-dire la partie intermédiaire du pied avec ses 5 os. Donc, les voûtes plantaires sont constituées par des os et des ligaments s'impliquant les unes avec les autres. Ils servent d'amortisseurs pour soutenir le poids du corps et distribuer, bien sûr, uniformément la pression de la marche. Donc, la voûte plantaire longitudinale s'étire entre le calcaneus et les chefs des métatarsiennes et possède des parties bien sûr médiales et aussi latérales ici ou longitudinales latérales. Donc ces deux voûtes s'étendent de l'arrière du pied vers l'avant du pied. Pour la voûte plantaire médiale, c'est-à-dire interne, c'est la partie plus haute et plus prononcée de la voûte plantaire. Il est situé du côté médial, c'est-à-dire interne du pied. Et pour les os impliqués, calcaneus, talus, naviculaire, cuneiforme, premier, deuxième et troisième métatarsienne. Et comme fonction, c'est l'absorption des chocs bien sûr et la stabilité et propulsion. Pour la voûte longitudinale latérale, c'est-à-dire la partie externe, c'est plus plate et moins prononcée, comme vous voyez ici, que la voûte médiale, située du côté latéral, c'est-à-dire externe du pied. Et pour les os impliqués, on a calcaneus, talon, c'est-à-dire ici le talon, cuboïde, 4e et 5e métatarsienne ici. C'est ça 4e et ça 5e métatarsienne. Donc en fonction support du poids, stabilité, soutien aussi. Et la voûte plantaire transversale, comme vous voyez ici, il recouvre les cuneiformes et la base des os métatarsiennes, qui est bien sûr une structure essentielle du pied, qui contribue à sa stabilité, à son amortissement et à la répartition des charges entre les deux voûtes, longitudinale, médiale et latérale. Il est perpendiculaire aux voûtes longitudinales comme vous voyez ici et s'étend d'un bord latéral à l'autre pied. Les différents types d'os sont au nombre de 5. Donc le squelette humain possède un certain nombre de fonctions comme la protection des organes et le port du poids. Comme vous voyez ici, donc les os du corps humain peuvent être classés en 5 types principaux et parfois on a une autre classification en 3 types. C'est correct, mais en général on utilise 5 types principaux de classification, aucune classification, en fonction de leur forme, de leur fonction. Donc cette classification est importante pour comprendre leur rôle dans le mouvement, le soutien, la protection et la production des cellules sanguines. Donc, les différents types d'os présentent des formes diverses en lien avec leurs fonctions spécifiques. Donc, quels sont donc les différents types d'os et comment sont-ils catégorisés? C'est très important de répondre à ces questions-là. Donc, le squelette comporte 5 types d'os. Premièrement, l'os plat, comme vous voyez ici. Il est fin et souvent légèrement courbé, constitué de 2 couches d'os compactes entourant de l'os spongieux et comme fonction protectrice des organes internes et aussi insertion musculaire.
comme par exemple le crâne, sternum, omoplate, côte, etc. De l'os long. Comme vous voyez ici, c'est un os plus long que large, composé d'une diaphèse, c'est-à-dire un corps allongé, et de deux épiphyses, c'est-à-dire les extrémités ici et ici. Contient une cavité médulaire remplie de moelles osseuses et qu'en fonction le mouvement et le soutien. Comme exemple, fémur, humérus, tibia, radius. 3. L'os court, comme caractéristique aussi large que long, forme cubique ou arrondie, principalement composé d'os spongieux entourés d'un fin revêtement d'os compact. Il permet d'absorber les chocs et aussi stabilité et flexibilité, comme exemple l'os du carpe, l'os du tarse. On a quatrièmement l'os irrégulier, comme ici. C'est une forme complexe qui ne correspond pas aux autres catégories. Un mélange d'os compact et spongieux. Il permet la protection des organes internes et le support. Et cinquièmement, les amoïdes, comme ici, il est petit, rond et situé dans les tendons. Leur taille et leur nombre peuvent varier entre les individus, qu'en fonction c'est la réduction des frottements et l'augmentation de l'efficacité musculaire. Donc, étudions chaque type et observons des exemples. Les os plats protègent les organes internes, comme vous voyez ici, sternum, scapula et côte, les os crâniennes. Donc, les os plats se trouvent dans le crâne, dans la cage thoracique et dans le pelvis. La fonction des os plats est de protéger les organes internes tels que le cerveau, le cœur et les organes pelviens. Aussi, les os plats sont quelque peu aplatis et peuvent prodiguer une protection comme un bouclier. Et ils offrent aussi de vastes zones permettant aux muscles de se fixer. Pour les os longs, soutient le poids et favorise le mouvement. Les os longs, plus longs que larges, regroupent le fémur, le plus long os du corps, ainsi que des os relativement petits se trouvent dans les doigts. Les os longs servent à soutenir le poids du corps et à favoriser le mouvement. Les os longs sont principalement situés dans le squelette appendiculaire et comprennent des os des membres inférieurs et des membres supérieurs. Pour les os courts, sont de forme cubique. Les os courts sont presque aussi longs que larges. Situés dans les articulations du poignet et de la cheville, les os courts offrent une stabilité et une certaine amplitude de mouvement. Les os courts comprennent comme exemple les carpiens du poignet et les tarsiens de la cheville. Ici, c'est la répartition des différents types des os du pied en nombre de 26, répartis en trois groupes principaux, le tarse, métatarse et les phalanges. Maintenant, on va passer aux os irréguliers, présentent des formes complexes, bien sûr. Donc, les os irréguliers possèdent une forme et une structure variables. Ainsi, ils n'appartiennent à aucune autre catégorie. Ils présentent souvent une forme assez complexe, ce qui permet de protéger les organes internes. Comme exemple, on a les vertèbres. Des os irréguliers se trouvent dans la colonne vertébrale, protègent la moelle épinière. Et on a aussi les os irréguliers du pelvis. Et pour les os sésamoïdes, ils renforcent les tendons. Les os sésamoïdes sont des os intégrés à des tendons. Ces petits os ronds trouvent généralement dans les tendons des mains, des genoux et des pieds. Les os sésamoïdes servent à protéger des tendons, des tensions et de l'usure. La patella, encore appelée rotule, est un exemple d'os sésamoïde. Maintenant, on va passer au type d'articulation de corps humain, c'est-à-dire ce qui relie les os entre eux, maintient les os du squelette ensemble et favorise le mouvement. Et bien sûr, elles sont des structures qui relient deux ou plusieurs os du corps humain, permettant leur mouvement et leur interaction. Ils jouent également un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité et la flexibilité du squelette.
Il existe deux manières de classer les articulations. Il est tout d'abord possible de classer les articulations par fonction articulaire ou amplitude de mouvement. La deuxième manière de classer les articulations consiste à les trier en fonction du matériau qui relie les os des articulations. Cela permet donc de classer les articulations par structure. Donc, les articulations sont classées soit par fonction, soit par structure. Pour les articulations du squelette humain peuvent être regroupées par fonction ou par structure. Fonction, c'est-à-dire amplitude de mouvement. Structure, c'est-à-dire les matériaux. Donc, vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'articulations et leur classification. Donc, on va commencer par les sutures crâniennes, ici, qui sont fibreuses, c'est-à-dire pas de mouvement, qui relient par des tissus conjonctifs denses, sans cavité articulaire, donc des articulations fibreuses immobiles, de l'ENO, c'est-à-dire synovial mouvement complet. Il contient une cavité articulaire remplie de liquide synovial, favorisant une grande mobilité, donc vaste amplitude de mouvement, articulation synoviale de type ginglim. On a d'autres exemples, les épaules et la hanche. 3. Les vertèbres. Ils sont cartilagineuses, ils permettent des mouvements partiels, donc certaines amplitudes de mouvement articulaire cartilagineuse. Donc, comme vous voyez ici, ils relient par du cartilage sans cavité articulaire, par exemple symphyse pubienne, les disques intervertébraux. Pour les articulations qui peuvent être regroupées selon leur fonction, en 3 types d'amplitude de mouvement. Les articulations immobiles appelées synarthroses regroupent les sutures crâniennes, les articulations entre les dents et la mandibule et l'articulation se trouvant entre la première paire du côte et le sternum, ici. 2. Parmi les exemples d'articulations permettant un léger mouvement, les amphiarthroses, on regroupe l'articulation distale entre le tibia et la fibula. On a aussi la symphyse pubienne ici et la ceinture pelvienne. Les articulations permettant une vaste amplitude de mouvement, diarthrose regroupe de nombreuses articulations osseuses au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Parmi les exemples, il est possible de citer le coude, l'épaule et la cheville. Donc, on peut dire, comme résumé, les synarthroses offrent une stabilité et protection, mais sans mouvement. Les amphiarthroses permettent une petite amplitude de mouvement, souvent pour absorber les chocs, mais les diarthroses sont les articulations les plus mobiles et jouent un rôle clé dans la locomotion. Et comme vous voyez ici, comme diarthrose, les articulations synoviales qui permettent mobilité, très grande amplitude de mouvement. Donc, les articulations peuvent être classées selon leur structure en articulations fibreuses, cartilagineuses ou synoviales. C'est ça ce qu'on a déjà vu et on va essayer seulement d'expliquer. Donc, les articulations fibreuses entre les os articulaires des articulations fibreuses se trouvent du tissu conjonctif épais, ce qui explique pour quelles raisons la plupart des articulations fibreuses, mais pas toutes, sont immobiles, c'est-à-dire synarthroses. Il existe 3 types d'articulations fibreuses. Premièrement, les sutures, qui sont des articulations immobiles reliant entre eux les os du crâne, comme vous voyez ici. Ces articulations présentent des bords dentelés, comme vous voyez ici, qui s'assemblent avec des fibres de tissu conjonctif, donc qui relient par des fibres courtes et interdigitées. Il existe uniquement dans le crâne, comme vous voyez ici, deviennent immobiles à l'âge adulte.
Donc ces sutures du crâne, par exemple coronale ou lymphdoïde. 2. On va voir les zones articulaires fibreuses entre les dents et la mandibule ou le maxillaire sont appelées les gomphoses et sont également immobiles, comme vous voyez ici. Ce sont des articulations spécialisées où un os s'insère dans une cavité osseuse comme un cheville. Donc ces articulations entre les dents et les alvéoles dentaires, les ligaments alvéolo-dentaires. 3. Une syndesmose reliée par les articulations ou des fibres plus longues permettent un léger mouvement, c'est-à-dire amphiarthrose. Donc, c'est une articulation dans laquelle un ligament relie deux os permettant un léger mouvement, amphiarthrose. Donc, l'articulation distale entre le tibia et la fibula est un exemple de syndesmose. Maintenant, on va passer aux articulations cartilagineuses. Donc, les articulations relient des os par du cartilage portent le nom d'articulation cartilagineuse. Il existe deux types d'articulations cartilagineuses. Premièrement, une synchondrose correspond à une articulation cartilagineuse immobile, comme vous voyez ici. Il est par exemple possible de citer l'articulation entre le premier paire de côtes et le sternum. 2. Une symphèse, comme vous voyez ici. Donc, ce type d'articulation permet un certain mouvement. Les os des hanches relient par la symphèse pubienne et les vertèbres connectées par les disques intervertébraux sont deux exemples de symphèse. Et aussi, elles jouent un rôle important dans l'absorption des chocs et le soutien du poids corporel, et aussi lors de la stabilité des structures osseuses, comme par exemple ici et ici, soit au niveau pelvien ou pour les disques intervertébrés. Et pour les articulations synoviales, se caractérisent par la présence d'une capsule articulaire entre les deux os reliés. Au niveau des articulations synoviales, les surfaces osseuses sont protégées par un revêtement de cartilage articulaire. Donc les articulations synoviales sont souvent soutenues et renforcées par les ligaments qui les entourent, ce qui limite le mouvement et prévient les blessures. Donc il existe 6 types d'articulations synoviales. 1. Les articulations arthrodiales glissent l'une contre l'autre sur un plan unique, comme vous voyez ici. Comme structure, les surfaces articulaires des os planes ou légèrement courbées. Une cavité articulaire remplie de liquide synovial facilite les mouvements bien sûr. Les os sont maintenus par des ligaments qui limitent l'amplitude des mouvements. 2. Les articulations de type Jingling ne bougent que sur un seul axe. Ces articulations permettent la flexion et l'extension du membre. Comme vous voyez ici, ils sont également aussi trochléens. Bien sûr, ce sont des types d'articulations synoviales qui permettent les mouvements de flexion et d'extension dans un seul plan, comme une charnière. Ce type d'articulation est caractérisé par une articulation de forme de poulie, ce qui lui confère un mouvement unidirectionnel dans la plupart du temps. 3. Une articulation de type pivot permet une rotation, comme vous voyez ici. Donc, c'est un type d'articulation synoviale, bien sûr, où un os en forme de poulie, c'est-à-dire le pivot, s'insère dans un autre os en forme de cavité. Ce type d'articulation permet un mouvement de rotation autour d'un axe unique, d'où le nom de pivot. Les articulations pivots sont cruciales pour permettre des mouvements de rotation dans des directions spécifiques. 4. Une articulation condélienne permet un mouvement circulaire, c'est-à-dire la flexion et l'extension, comme vous voyez ici pour la main. 5. Une articulation en selle permet la flexion, l'extension et d'autres mouvements, mais pas de rotation, comme vous voyez ici. Et c'est ça la forme de l'articulation en selle. 6. L'articulation phéroïde
est une articulation mobile, librement pouvant effectuer une rotation selon n'importe quel axe. C'est ça la forme mobile qui permet librement d'effectuer des rotations, bien sûr, dans plusieurs directions.